Comme bien des parents, il est constamment en train de gérer des crises. Quel homme! Alors, Richard Thibault est président de RTCOM. On le reçoit en studio. Président de RTCOM, ça veut dire qu'on gère des crises. On éduque les gens aussi pour éviter des crises qui vont s'éterniser. Comment vas-tu? Oui, ça va super bien, mon ami Gilles. Et toi, c'est surtout qu'on permet aux gens d'avoir un œil plus averti sur la façon dont les crises se développent et la façon dont elles ont été gérées. Et là, Dieu sait qu'on en a une majeure. On a une vraie. On va prendre le temps de regarder tous les aspects. Je sais que tu as beaucoup de... Ça évolue, évidemment, on comprend. Oui, ben c'est sûr. Alors, au début de l'explosion, là. Mais tu sais que... On avait les annonces Das Auto, maintenant c'est Das Tricheur. Et là, c'est un titre qu'on voulait pas nécessairement. Das Crise, oui, effectivement, tu as tout à fait raison, parce que c'est pas le premier problème qu'on a dans l'industrie automobile. On se souviendra, il y a quelques années, Ford, avec ses pneus qui explosaient, qu'on Lexus, a qui s'emballait, Toyota avec ses pédales à gaz défectueuses, GM avec ses systèmes de démarrage qui étaient défectueux. On a pris énormément de temps à faire des rappels. Il y a eu des gens qui sont morts. Et dans ces trois cas-là, il y a ceci de particulier que c'était des problèmes, je dirais, de nature technique. Oui. Bon. En matière de gestion de crise, on le sait, la crise la mieux gérée, c'est celle qu'on peut empêcher. Maintenant, si on peut pas l'empêcher, l'objectif, c'est d'en sortir le plus rapidement possible avec le moins de dommages possible. Et pour être capable de le faire, il y a 3 éléments dans la recette. C'est toujours la même. Être proactif, être transparent, s'occuper des victimes. Mais le problème, et si tu savais, Gilles, combien de fois il m'est arrivé dans ma carrière de gestionnaire de crise d'arriver dans une situation de crise pour réaliser que, dans le fond, les pauvres dirigeants de l'entreprise se retrouvent avec une crise que les apprentis sorciers d'employés, pour ne pas se faire blâmer, avaient essayé d'abrier, avaient essayé de cacher, pour ne pas qu'on le sache, avaient essayé de réparer eux autres mêmes. La bévue qu'ils avaient faite avait comme résultat que la crise avait pris de l'ampleur. Et quand vraiment on a fait appel à l'échelon supérieur dans l'organisation, c'est parce que vraiment on avait perdu le contrôle. Alors, GM, par exemple, on a prouvé récemment que c'est un peu ça qui est arrivé. Mais pendant ce temps-là qu'on a caché le problème, ben il y a eu une centaine de personnes qui en sont décédées. Alors, il y a juste ça. Ben oui. Bon. Alors donc, ça a donné une crise majeure aux États-Unis. Mais là, celle-là qui arrive, elle est tout à fait différente des autres parce que là, on réalise que sciemment, on a voulu cacher des informations. On a voulu masquer des informations concernant les contrôles de pollution. On a ajouté un logiciel, donc on le fait sciemment, dans la voiture pour être capable de contrôler la façon dont ça se passe. Et tu sais, je lisais des articles, j'essaie de comprendre comment ça marchait cette histoire-là. Je me suis dit, bon, écoute donc, comment est-ce qu'on peut mettre des logiciels dans la voiture pour voir quand on fait des tests d'antipollution, que là, c'est un test d'antipollution, mais ce qu'on fait pour savoir ça? Ben, au début, quand on faisait, j'ai appris les tests d'antipollution, on le faisait à l'intérieur, évidemment, ça se fait toujours dans une usine. En endroit clos, c'est ça? Bon, en endroit clos, et on est sur des rouleaux. Les voitures ne sont pas dehors en train de rouler, ça se fait en dedans. Et le capot était fermé. Et on a réalisé que, à cause du fait qu'on est obligé de pousser le moteur pas mal, ça vient très chaud, cette histoire-là. Alors, avec le temps, on a réalisé qu'on n'était pas capable d'avoir des mesures précises. Si on ne levait pas le capot, c'était dangereux, le moteur ne fonctionnait pas. Alors, donc, pas bête, l'ingénieur électrotechnicien qui a vu ça, cette histoire-là, il a dit, moi, te faire un petit logiciel, moi. Et quand on lève le capot, ça veut dire qu'on va faire un test anti-pollution. Alors là, ça va marcher comme ça devrait marcher normalement. Mais quand le capot est fermé, ben là, finalement, ni vu ni connu, je veux dire, ça va faire, puis là, on vient. Alors, on est rendu avec d'après ce qu'on comprend, là, des scores là, qui sont 40 fois supérieurs à la norme maximale autorisée. Y a-tu du monde, tu penses, qui ont acheté une voiture neuve, qui se sont dit, qui ont vu dans vite le score d'antipollution, puis de performance selon les litres de gaz qu'on met, puis ils se sont dit, je suis pas capable de les atteindre. On sait pourquoi. Ben, tu sais, hein, on en parlait un peu. On a compris enfin pourquoi notre 9.5 ou le 13.4 300 km fonctionne pas non plus, parce que là encore, quand tu fais une petite recherche, tu finis par découvrir que les constructeurs automobiles, quand ils font ce genre de test-là, ils enlèvent les bancs, puis ils enlèvent le conducteur, mettent un robot pour conduire, puis bon, ils enlèvent tout ce que c'est qu'il y a de gadgets dans l'auto dont on n'a pas besoin. Alors, l'auto étant plus légère, forcément, ça brûle moins de gaz aux 100 km. C'est la raison pour laquelle tu as tout à fait raison, nous autres, surtout nous autres en particulier, quand on s'assoit dans notre auto, capot pas capot, un pesant pareil. Capot pas capot, le poids est là. Et finalement, ben, c'est ce qui fait qu'on n'est jamais capable d'atteindre ces scores-là. Alors donc, c'est dramatique parce que là, dans le fond, c'est une crise, celle-ci, en tout cas. C'est une industrie multimilliardaire, l'auto, là. Multimilliardaire, tout à fait. Bon, je comprends qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup du diesel. On comprend que en Europe, c'est un problème plus
plus important qu'ici. Les autos au diesel, ici, il y en a peu. En Europe, c'est presque la majorité. 75% du parc immobilier qui fonctionne au diesel. Alors, on comprend que c'est une crise majeure là-bas. La gazole! La gazole, tout à fait. Et qui est utilisée beaucoup là-bas. Alors donc, je veux dire, mais même ici, on réalise qu'il y a peut-être moyen de s'interroger sur ce que c'est qui se passe et on veut essayer de comprendre effectivement si on fait la même chose. Quand la nouvelle sort pour Volkswagen, Ouais. moi je disais, je comprends pas que le président soit encore en poste. Je trouve Ouais. qu'une semaine c'est long parce que ça prend un responsable. Mais quand ça sort, ce genre d'affaires-là, tu sais, t'as des tentacules, t'as la compagnie en Allemagne, Ouais. t'as des tentacules nord-américaines en Asie, t'as des bureaux chefs partout. Comment tu fais pour gérer une crise qui est aussi large que ça? D'abord, premièrement, c'est sûr que souvent, le problème, c'est que tu vas avoir, surtout pour une entreprise qui a des ramifications un peu partout, hein, c'est planétaire. Ça sort aux Volkswagen. États-Unis, mais ça touche les Allemands Voilà. d'abord. Mais le problème des gestionnaires de crise, très souvent, ou des organisations très souvent, ou des comités de vérification des entreprises vont gérer la crise à partir de leur réalité à eux, à partir du siège social. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je le dis souvent à mes clients, faites attention, parce que quand vous êtes frappé par une crise, c'est pas juste le siège social qui mange ses bas, c'est l'ensemble de toutes les entreprises satellites qui gravitent autour, qui en font également. Et l'autre problème, souvent, c'est quand on gère une crise de cette ampleur-là, avec une entreprise qui est multinationale, on a malheureusement aussi souvent tendance à gérer ça, comment dire, en fonction de la réalité et des besoins centraux, en essayant d'implanter dans le local une recette qui ne fonctionnera pas parce qu'elle n'est pas adaptée aux besoins du coin. Alors ça, c'est un danger quand on fait de la gestion de crise, et je le dis souvent. Mais dans le cas de Volkswagen, reprenons un à un Ça les arrive éléments hier, de ça fait cette pas de 5 crise-là, semaines, là. là. Non. On a su ça hier matin. Bon, d'abord, je réponds à ta question. Oui, il y a dû y avoir une cellule de crise qui s'est constituée immédiatement. Ce qu'on apprend, c'est que celui qui est président à l'heure actuelle, c'était celui qui était vice-président aux opérations au moment où on a implanté ce logiciel-là. OK. Alors, il ne peut pas plaider l'ignorance, hein, on s'entend là-dessus, c'est clair qu'il était au courant. Il était le numéro 2 de la Il compagnie. il était le numéro 2 de la compagnie, mais ces opérations-là se sont déroulées sous sa responsabilité. Alors, il ne peut pas plaider l'ignorance s'il l'est. Pour quelle raison est-ce qu'il est encore président aujourd'hui? Je le sais pas. J'imagine que ça ne doit pas se bousculer au portillon pour prendre la présidence de l'entreprise non plus cette semaine. Il faut qu'il trouve aussi des coupables. Là. Il faut que je Ouais, sois ben, sûr. faut qu'il fasse enquête, faut qu'il fasse le tour du dossier et tout ça. tout Bon, ça. j'imagine que le gars doit être un peu en retrait de l'évolution du dossier, mais... Mais Richard, tu dis souvent transparence. Lui, il y a quand même, quand on a souligné ça, quand les gens qui ont fait les tests aux États-Unis ont souligné ça, ils ont demandé à la compagnie, puis la compagnie n'a pas pris 20 ans pour dire oui, on admet notre erreur. C'est ça qui est la bombe atomique. Oui. Parce que là, c'est là qu'ils perdent de 20% hier en bourse, je sais pas combien aujourd'hui. on est rendu à 31% là, depuis le début de la crise. Alors, C'est des milliards et des milliards. Mais ils ont admis assez vite quand même. Y avait-tu le choix, je sais pas? C'est-à-dire qu'ils ont admis assez vite. Oui, ils ont admis assez vite. Il y avait Mais pas le bon, choix. ils ne se sont pas vraiment excusés. Tu sais, je veux Non, dire, non. on sentait pas de contrition dans cette histoire-là. Non. Et comprends-moi, Gilles, quand tu es, comment dire, aux commandes d'une entreprise de cette nature-là, tu es un fleuron d'un pays qui s'appelle l'Allemagne, un pays qui est connu et reconnu mondialement pour son intégrité, pour sa conscience environnementale, qui est en avant de la parade en prévision du sommet de Paris qui s'en Totalement. vient. L'économie va mieux que tous les autres L'économie pays. va mieux, c'est la grosse économie en Europe et tout ça. Alors donc, déjà là, non seulement tu portes atteinte à la crédibilité de Volkswagen, tu portes atteinte à la crédibilité du pays qui t'a vu naître et qui t'accueille, donc l'Allemagne, mais là, le problème, c'est qu'on le réalise aussi, c'est que là, c'est en train de faire tache d'huile. Je te disais tantôt que l'Express français... Magazine français, oui, voilà, vient de publier la nouvelle, à l'effet de laquelle il y a des whistleblowers, comme on les appelle en bon latin, qui commencent à sortir un peu partout puis qui disent, écoutez, ben nous autres, on n'est pas Volkswagen, on est une autre sorte d'entreprise, on est Ford, on est Chrysler, on est GM, on est Volvo, on est... Et on fait ça nous autres aussi. Puis on fait ça nous autres aussi. Toutes les entreprises font ça. Évidemment, c'est pas avoué par Le l'autorité de président. l'entreprise, Non. mais c'est des gens à l'intérieur de ces organisations-là qui se mettent elles aussi à parler et qui commencent à alimenter l'information. Le titre de l'Express, un des titres, c'est « Tout le monde le fait ». Imagine. Donc, tout le monde triche. Voilà. Puis voici comment on triche, puis il y a des exemples dans l'article, c'est Voilà. particulièrement intéressant. Ça, c'est sûr que ça risque à un moment donné d'être une certaine bouée pour Volkswagen. Ils ne seront plus tout seuls dans le bateau. Mais là, c'est l'ensemble de l'industrie qui va y coper. Et là, pousse un peu plus loin, l'autre vague que ça va toucher, c'est tous les groupes environnementalistes qui vont évidemment prendre cette nouvelle-là comme étant une Le scandale du siècle. pour eux, le scandale du siècle, en prévision du sommet de Paris. Parce qu'on pollue bien plus qu'on pense. C'est ça que ça veut dire dans les parce faits. que là, on a beau chialer après le pétrole tout seul, ça pollue pas. Je veux dire, bon,
ça peut polluer, mais moins. Bon, on dit que le pétrole, ce qui fait que ça pollue, c'est qu'on s'en sert pour faire avancer nos voitures. Ben oui. Alors là, bon, je veux dire, c'est sûr qu'un scandale comme celui-là qui touche l'industrie automobile et surtout qui touche directement les caractéristiques anti-pollution des automobiles, tu t'imagines que là, finalement, c'est... Ça va devenir politique rapidement. Ben, c'est très clair que ça va devenir politique, ça va devenir rapidement politique. Et là, ça va être tous les pays du monde qui vont se mettre à se poser la question, mais écoutez, chez nous, est-ce qu'on a le contrôle? Ouais. Est-ce qu'on a des lois trop permissives? Est-ce qu'au contraire, on est trop serré? Alors, tu t'imagines l'effet d'entraînement que cette nouvelle-là, qui semblait hier, au début, un peu innocente, mais là, finalement, plus tu y réfléchis, plus tu vois les conséquences que ça a. Et finalement, c'est une crise qui, je dirais pas qui était mineure, mais une crise qui était plus localisée, qui va assurément devenir une crise majeure. Et c'est très clair qu'on va échapper très rapidement à cette crise-là. OK, moi, mettons que tu es le président presque déchu, mais encore président de Volkswagen. Oui. Puis toi, t'es mon conseiller, moi je suis le président. Non, c'est moi qui est le président, toi t'es mon conseiller. Je te pose la question, je veux dire, là, on apprend que ça a l'air que tout le monde le fait. Est-ce que toi, tu mets une équipe qui travaille fort pour prouver ça, pour être capable un peu, tu comprends, de noyer le poisson, embarquer tout le monde dans le bandwagon, parce que t'es pogné présentement. Tu sais, on n'a pas parlé tantôt, mais les victimes corollaires, il y en a des tonnes. Ah oui, c'est clair. Le concessionnaire là, de Saint-Jean-Port-Joli, là, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? Le gars qui arrive là, Volkswagen, vous autres, les crosseurs, tabarnak, de gang de menteurs. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux répondre? C'est pas de sa faute. Il est pogné avec ça, ben oui. Le vendeur Volkswagen qui est dans le magasin ce soir puis qui voit que la clientèle, ça frappe pas trop aux portes et tout le reste. C'est dramatique, là. C'est une crise qui finalement est partie d'un noyau très élevé dans la stratosphère. Mais là, tu réalises là, que sur le plancher des vaches, là, ça va avoir des impacts extrêmement important. Puis là, l'autre problème aussi, c'est que c'est une question de confiance. On le sait très bien, hein, l'histoire de l'automobile, c'est une histoire d'amour. Je veux dire, toi, un jour, t'as adopté telle marque, puis bon... Il y en a que c'est Chrysler, puis ça va être ça jusqu'à la fin du jour, que Ford, ça va être GM, Honda, Lexus, ça va être n'importe quoi, mais je veux dire, à un moment donné, ça se base sur une question de confiance. Là, le lien de confiance est brisé, et le lien de confiance avec l'ensemble de l'industrie automobile risque de se briser. C'est quoi la grande différence? Souvent, dans des crises, il y a des blessés, des morts, il y a des crises, puis là, faut que tu penses aux victimes. Bon, mais là, il y en a des victimes qui sont pas évidentes. C'est clair. Tu sais, dans ce cas-ci, c'est beaucoup d'argent, c'est une réputation, ça se compte difficilement, ça. Les victimes... C'est intangible, ça, Richard. C'est-à-dire qu'entendons-nous, les victimes, c'est l'environnement, les victimes, c'est les concessionnaires dont tu parlais, les victimes, c'est les vendeurs qui ont plus de revenus, les victimes, c'est les propriétaires de Volkswagen qui se disent, j'ai-tu acheté un citron, qu'est-ce que j'ai acheté là? Qu'est-ce qui se passe? T'imagines, toi, ils se mettent à douter de tout. Ben oui, toi, t'es aux prises, t'as un véhicule à essence, Volkswagen, c'est peut-être moins pire, mais imagine-toi qu'en Europe, là, quand tu dis 75% des gens ont des diesels, alors là, tout le monde qui a une Volkswagen diesel, puis je sais qu'il y en a des Volkswagen... le mien, il est-tu dans les fraudés, il est-tu dans ceux-là? Est-ce que je suis conforme à la loi? Imagine-toi que moi, je suis un fervent défenseur de la cause environnementale, mais j'ai un citron qui pollue. Je vais-tu me faire poivrer par mes collègues au bureau? Je vais-tu me faire poivrer par les autres? Dans le fond, il y en a partout des victimes. L'impression qu'on a, l'industrie aujourd'hui avec l'article de l'Express, justement, c'est on a des normes à respecter. Voilà. On s'organise pour qu'ils soient respectés sur papier, mais dans les faits, ils ne sont pas. Dans les faits, ce qu'on réalise, c'est que l'objectif, c'est d'être capable d'avoir des voitures qui sont de plus en plus performantes et qui sont à un coût qui est abordable pour le consommateur. Au yable l'environnement un peu, là, ce que je comprends. Parce que le problème, c'est que peut-être que pour s'occuper de l'environnement comme on devrait le faire, ou comme on devrait légalement le faire, peut-être que ça coûterait trop cher, peut-être que ça aurait un impact sur le prix du véhicule, pas peut-être, assurément. Sur ton positionnement dans le marché, sur tes ventes. Alors tu vois, là, je veux dire, il y a des conséquences. On commence à peine à voir des conséquences. C'est un mensonge immense, là. Quand on y pense. Mon Dieu, c'est un mensonge auprès de nous. Si on regarde le côté big picture, là, si on regarde l'ensemble de l'œuvre, c'est qu'on a comme dit, on sait tous qu'on a un problème majeur de réchauffement de la planète, de gaz à effet de serre. Puis finalement, pour satisfaire les gouvernements, on marque dans un vide de nos chars qu'on fait ça, puis finalement, c'est de l'esti de marde. Excusez-moi, mais c'est ça. T'as absolument raison. C'est ça, le drame là-dedans, c'est que dans le fond, l'environnement, on s'en fout comme dans l'an 40. D'abord, qu'on fait de l'argent pour qu'on réussisse à vendre nos chars. Ouais. C'est ça que l'industrie, là, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que tout le monde le fait le don. J'ai hâte de voir. Voilà. C'est ce qu'on va voir. Je veux dire, il y a des enquêtes forcément qui vont être faites un peu partout à la grandeur de la planète. On sait que déjà au Canada, il y a les autorités gouvernementales qui ont annoncé qu'ils étaient pour faire enquête là-dessus. Sûrement que les Américains vont faire la même chose. Je t'annonce que dans l'Express, dans l'article, on apprend que la France a décidé de déclencher une enquête là-dessus pour voir si ces véhicules produits en France
respectent les normes et les lois. Alors, tu imagines, c'est international. Le Japon, la Chine va suivre. En fait, on a 22 sujets, mais on va en prendre juste un deuxième. La crise des migrants. Je suis pas sûr que tout le monde se parle là-dedans non plus. Ça, t'as un problème. Les villes qui veulent faire de quoi? Le gouvernement ne sait plus. Fédéral, non. Oui, on dit non. que quand on a une crise, on s'en rappelle, il faut être proactif, il faut être transparent, s'occuper des victimes. Les victimes sont innombrables dans ce dossier-là. On s'entend là-dessus. Le problème que l'on a, c'est que on veut essayer d'en sortir le plus rapidement possible, avec le moins d'échymoses possible, puis on réalise que c'est pas simple comme ça, parce que c'est un problème qui est très complexe. C'est l'intégration? D'abord, premièrement, il y a le choix, parce qu'on le réalise pour des raisons de sécurité, on peut pas prendre n'importe qui. Ouais. On sait qu'on est dans des pays en guerre qui pourraient éventuellement, certains combattants pourraient essayer d'infiltrer les rangs de ces organisations-là. C'est un danger réel, on le sait. Par ailleurs, on s'est retrouvé chez nous au Canada en campagne électorale au beau milieu de cette crise-là, donc ça a fait les choux gras d'un certain nombre de politiciens qui ont voulu mousser un peu leur vision du pays, mais là, un coup que la vague émotive est passée, là, la boucane est passée, on fait ça comment, là, cette histoire-là? Ouais. Alors, on est rendu là, un peu, là. J'écoutais le maire Labaume hier en conférence de presse, c'était un peu ça. Bon, on est prêt, c'est-à-dire que ça sera pas simple, ça va être compliqué, ça va coûter des sous. C'est vrai que c'est pas si simple. Ben non, c'est pas si simple que ça, parce que comme tu dis, Gilles, c'est souvent ce qu'on reproche au gouvernement. On ouvre nos portes, on veut être généreux, on veut être plus catholique que le pape, puis finalement, je veux dire, il faut les intégrer, ces gens-là. La langue, juste la langue, la base, ils arrivent ici, ils n'ont pas de compte, ils n'ont rien. Le logement, ces gens-là vont arriver assez poqués, merci. Alors, les soins de santé, juste le linge, ils n'ont plus rien, ces gens-là. Il va falloir les habiller, il va falloir les soigner, il va falloir les nourrir. Ils n'ont souvent plus de documents personnels, plus rien. Ben non, tout à fait. Alors là, après ça, c'est sûr, il va falloir les loger, puis il va falloir les éduquer, il va falloir leur apprendre la langue, puis les intégrer, leur trouver un job. Puis, tu sais, je veux dire, oui, je comprends qu'on est généreux dans une histoire comme celle-là, mais on peut pas faire ça comme n'importe comment, puis c'est ce qu'on réalise. Mais les Allemands, là, justement, parlaient des Allemands, ils ont dit on va en prendre 800 000, puis ils se sont rendus compte, juste dans l'absorption de pas de l'intégration, de l'arrivée. Au bout de 200 000, il n'y arrivait plus. Les abris étaient pleins. Il y avait même plus de lits pour les faire coucher. Alors, tu t'imagines, c'est une crise qui est dramatiquement mal géré par l'ensemble de la communauté internationale, mais on a fait beaucoup de politique du pire avec cette histoire-là. Et souhaitons qu'un jour, on soit capable d'arriver à gérer ce genre de problème-là, sans faire du lyrisme comme on en a fait. Ça va se présenter encore, là. Mais il y en a à tout bout de champ. Il y a eu les Haïtiens, il y a eu l'Europe de l'Est, il y a eu la Syrie et tout le reste. C'est dramatique ce que ces gens-là vivent. L'Afrique constamment. C'est dramatique ce que ces gens-là vivent. Oui, il faut les aider. Mais on les aide comment, là, un instant? Là, dans les faits, c'est ça. De dire, là, oui, on est d'accord, mais on fait ça comment? Il va falloir que tu reviennes, Richard. On a trop de puis il y en a trop de bons. Il y a d'autres crises, hein? Il y en a plein. C'est toi qui invente ça la nuit, des crises? Non, pas vraiment. Okay. Écoute, merci, tu vois qu'il y a un bon marché. Richard Thibault, président de RTCOM.